Il faut avoir conscience que la Banque Centrale Européenne a écrit cet été, c'est sorti dans les Échos du 14 juillet 2021, a sorti cet été que dans 5 ans, la Banque Centrale Européenne canalisera, archivera toutes les transactions au jour le jour. Alors elle a dit, ça ne remplacera pas l'argent, le cash. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Oui, voilà, mais c'est pas grave, oui. Il y avait une excellente chanson de Dalida qui sera probablement la plus grande philosophe du XXIe siècle, qui disait caramel, bonbon et chocolat. Donc, il est évident que si la Banque Centrale Européenne met en place un euro numérique qui permettra de centraliser toutes les transactions, peut-être qu'il restera facialement des billets, de l'argent liquide, mais ce sera pour de toutes petites transactions. La Banque Centrale Européenne a d'ores et déjà indiqué qu'au-delà de 3 000 euros stockés sur un compte en banque, elle écrêtera ou elle imposera des pénalités puisqu'elle considérera que les gens ne doivent pas détenir trop d'argent liquide. Alors, il y a une raison à cela, puisque je vois que vous êtes interrogative. L'objectif est évidemment de briser, et je le dis très sereinement, et de briser l'indépendance des gens, de les mettre en position de ne plus pouvoir échapper au contrôle étatique. Et vous comprenez, si vous avez 3 millions sur votre compte en banque, vous pouvez dire « je me laisse suspendre, je refuse les vaccins, j'ai de quoi tenir un certain temps avant d'être pauvre ». Si vous avez 3 000 euros sur votre compte en banque, vous n'avez plus la faculté de désobéir au gouvernement. Et c'est bien ce projet totalitaire qui est en route, et qui ne dit pas son nom, parce qu'il est présenté sous des dehors. C'est pour vous protéger, c'est pour votre santé, c'est pour la transparence, c'est pour lutter contre le terrorisme, c'est pour lutter contre les mafias, etc. On connaît la rengaine, mais bien entendu qu'il y a derrière un projet de mise en place d'un modèle de consommation qui a été très bien théorisé dans le Great Reset de Klaus Schwab et de Thierry Malray, où, d'une certaine façon, nous ne serons plus propriétaires de rien, nous serons locataires de tout, et nous serons totalement dépendants des instructions qui nous seront données. Alors, a priori, si par exemple, moi j'ai 100 000, ça c'est une situation hypothétique bien sûr, mais si j'ai 100 000 euros... Un peu modeste pour vous. Si j'ai 100 000 euros sur un compte bancaire à la Société Générale, et ça n'a rien à voir avec la portefeuille numérique, je veux le laisser dans le compte et l'utiliser pour des transactions avec une carte bancaire. Ça ne sera plus possible, c'est ça qu'il faut comprendre. Mais on aurait dû faire une émission sur l'euro numérique, puisque je vois que ça vous... Oui. Ça ne sera plus possible, parce que l'euro numérique sera comme le bitcoin. C'est-à-dire qu'il y a un nombre limité de bitcoins. Chaque bitcoin est numéroté. Et les ordinateurs savent qui, historiquement, les a achetés, qui les a échangés. L'euro numérique, ce sera la même chose. Il y aura un nombre limité d'euros numériques qui vous permettront de faire des transactions. Et les ordinateurs de la Banque Centrale Européenne sauront entre les mains de qui ces euros sont passés. Donc vous n'aurez plus la faculté de détenir des euros dont la Banque Centrale Européenne n'a pas la maîtrise technologique. C'est-à-dire qu'il suffira d'appuyer sur un bouton d'ordinateur pour dire « Madame Marsden, vos 100 000 euros, on en prend 80 000 pour rembourser les dettes de l'État ». Et vous ne pourrez rien faire puisque cet argent sera comptabilisé sur ce qu'on appelle une blockchain, c'est-à-dire un système informatique. Ce ne sera plus de l'argent physique. Alors, mais pourquoi est-ce qu'ils auraient intérêt à faire ça ? Pour des raisons extrêmement simples. C'est que aujourd'hui il y a de l'argent liquide, si j'ose dire, l'argent qui échappe au contrôle de la Banque centrale, pose des tas de problèmes de maîtrise par la caste au pouvoir. C'est-à-dire que cet argent peut produire de l'inflation, cet argent peut dormir dans un matelas, cet argent peut servir à des achats indus, d'acheter des kalachnikovs ou des je sais pas quoi, et que dans un système où vous voulez ordonner la consommation des individus, évidemment, la mise en place d'un euro numérique permet de maîtriser tous les processus. J'en reviens au pass sanitaire parce que c'était quand même notre objet. Parce que c'est quand même lié, oui. Le pass sanitaire, c'est la première étape vers ce système qui utilise l'argument sanitaire pour se justifier. Mais vous vous souvenez, quand on était petit, Rachel, quand nous allions au café, au restaurant, nous n'avions pas à montrer notre pièce d'identité, et un serveur vous aurait dit « montrez-moi qui vous êtes et je saurai si je vous sers ». Vous auriez dit « mais enfin je vous boycotte tout de suite ». Le pass sanitaire, c'est d'abord un système qui vise à nous habituer à montrer nos papiers partout où nous passons, et donc à permettre une espèce de filature organisée, permanente de notre vie, une violation permanente de notre vie privée, qui est la première étape dans la mise en place de ce wallet. Dans le monde dystopique qu'ils nous promettent, il faudra montrer ces papiers pour aller
prendre un café, pour prendre l'autoroute. Mais comment est-ce que vous savez ça? Alors, c'est écrit. Moi, je n'invente rien. Et ce n'est pas écrit sur des sites complotistes. Enfin, si, c'est écrit sur un dangereux site complotiste qui est tenu par une dangereuse entreprise complotiste qui s'appelle Thales, qui est quand même une entreprise de fabricant d'armes, qui a créé une unité spéciale identité numérique. On va l'appeler comme ça, avec une filiale qui s'appelle Idemia, sur laquelle on pourrait longuement discuter le moment venu, si Idemia le souhaitait. Et donc Thales a publié récemment sur l'un de ses blogs une description de ce que sera l'identité numérique de demain, et qui écrit que le pass sanitaire, les gens sont très heureux de l'avoir, que le pass sanitaire est la première étape de la construction d'une identité numérique à travers un wallet qui se terminera par des moyens de paiement. Donc le projet industriel, vous comprenez, on ne crée pas ça, on ne crée pas un pass sanitaire, on ne crée pas des machines à lire des QR codes sans être sûr que l'investissement sera durable et sans être dans un cadre politique et industriel complet et assuré. Et donc Thales fait partie des grands acteurs industriels qui se positionnent sur ce marché futur, qui sera un marché colossal, qui passera par la reconnaissance faciale. Alors je vous signale qu'en Chine, par exemple, dans les campagnes, il est prévu que les paysans payent leurs impôts après une procédure de reconnaissance faciale. Parce que c'est vrai que les Chinois, paraît-il, sont mauvais payeurs, payent pas leurs dettes, payent pas leurs impôts, etc. Ils pourraient être français, au fond. Et donc, il est prévu que dans les campagnes où l'identité est mal assurée, on utilise la reconnaissance faciale pour reconnaître les paysans chinois. Il y a un taux d'efficacité de la reconnaissance faciale qui est entre 80 et 95% aujourd'hui. Il y a un enjeu technologique colossal derrière. Donc, vous vous doutez bien que quand Thales développe un projet industriel d'identité numérique, c'est pas pour que ça dure 3 mois. Donc, il y aura derrière des pressions politiques pour que le pass sanitaire soit un prélude, une mise en bouche vers un système beaucoup plus durable. Alors, c'est quoi le lien actuel entre Thales et l'État français, les hommes politiques, Emmanuel Macron, Olivier Véran, les gens qui gèrent la crise sanitaire? Est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'ils sont au courant que ça pourrait être l'objectif ultime? Les hommes politiques savent? On pourrait, mais je crois que nous n'avons pas le temps de discuter pendant des heures de ce sujet à peu près inépuisable, et qui appelle d'ailleurs de nombreuses dissensions, désaccords. Moi, ma position, je l'ai écrit ce matin dans le Courrier des stratèges, ma position, c'est qu'il y a eu une grande alerte, the big warning, il y en a eu 2. La première a été le Brexit, c'est-à-dire que les Britanniques ont fait la démonstration que le suffrage universel pouvait défaire ce qu'il avait fait 40 ans avant, et l'élection de Trump, qui a prouvé que le suffrage universel pouvait mettre au pouvoir des gens qui contestaient les règles du libre-échange et du multilatéralisme. Et que donc, pour la caste mondialisée qui exerce aujourd'hui une domination très répartie sur le monde industriel, il y a une conviction qui s'est forgée depuis 4 ans, depuis 5 ans, 4 ans on va dire, qui est que le suffrage universel doit être désormais neutralisé parce qu'il y a une montée de mouvements nationalistes, populistes, complotistes, tous ces mots en iste qui désignent le diable, et que la montée de ces mouvements met en péril la construction multilatérale et, d'une façon ou d'une autre, libre-échangiste portée par la caste depuis une 50aine d'années. Et que face au risque de voir le suffrage universel remettre en cause l'Union européenne, le G7, l'OMC, etc., face à ces risques, il y a eu d'ailleurs des remises en cause de l'OMC par Donald Trump, face à tous ces risques, la caste mondialisée a décidé de neutraliser les effets du suffrage universel et d'utiliser les technologies numériques pour pérenniser sa domination sur nos sociétés, à travers des dispositifs comme l'identité numérique, à travers des dispositifs d'intimidation. Il faut dire, Rachel, que le pass sanitaire, c'est la première expérience de crédit social dans le monde démocratique. Le pass sanitaire punit les dissidents et récompense les obéissants.